de l'ischémie et du risque d'infarctus, des effets sur la circulation sanguine, avec notamment une coagulation augmentée, une hypertension, de la vasoconstriction, et puis des effets sur le cerveau avec une augmentation de l'ischémie cérébrale. Alors voilà, ces connaissances ont entraîné la mise en place de réglementations dans la majorité des pays industrialisés, dès 1950 aux États-Unis, plus tardivement en Europe et en France à partir des années 70-80. Et puis il y a aussi d'autres effets suspectés des polluants atmosphériques sur les questions de fertilité, de reproduction et de fertilité, et puis sur le système nerveux central, notamment par rapport au neurodéveloppement, sur des expositions intra-utérines plutôt dans le très jeune âge. Donc c'est des questions qui suscitent un intérêt croissant dans les études médicales pour les expositions subies notamment durant la vie fétale et les premières années de vie. Voilà, je vous en prie. La pollution de l'air d'origine anthropique responsable un impact sanitaire avéré sur la mortalité en France, 9% de la mortalité en France, soit, j'allais dire environ, non, très précisément 48 283 décès par an. À savoir que le scénario de l'OMS qui prévoit une réduction des PM2,5 inférieure à 10 microgrammes par mètre cube permettrait un gain moyen de 4 mois d'espérance de vie par personne. Et donc d'éviter 17 712 décès par an sur les 48 000 cités plus haut. Donc les conclusions, ce qu'il faut retenir de ces différents chiffres, alors on va brosser très rapidement par ma part, c'est un effet aigu de la pollution de l'air dû au pic de pollution, mais surtout, avant tout, des effets chroniques dus à l'exposition prolongée et quotidienne. Un effet sur la santé respiratoire, mais aussi bien au-delà, et un problème majeur de santé publique, puisque si les effets individuels sont faibles, et les effets aigus sont faibles, c'est avant tout les effets collectifs qui sont importants, et si on a 1% de la population qui est touchée, eh ben, c'est pas la même chose si on parle d'une population de 60 millions d'habitants. La population touchée est de l'ordre de 6 000. Donc, enfin, de l'ordre de 600 000. Donc on est sur un problème qui est assez important sur les effets chroniques. Voilà, donc j'excuse encore Valérie Siroux, je m'excuse aussi auprès de vous si vous avez des questions par rapport à ces aspects-là. Nous ne pourrons pas y répondre ce soir. J'ai bien voulu me prêter au jeu de reprendre les propos de Valérie pour présenter un peu les grands effets. Malheureusement, vous comprendrez que je ne pourrai répondre aux questions. Et puis je vais laisser maintenant la parole plutôt sur l'aspect sociologique. Alors en introduction, avant de laisser la parole à Stéphane Labranche, demander à Timothée Ledren, responsable du programme Ambassadeur, de nous faire un peu un état des lieux sur ce qu'est le programme et puis ce qui est dit surtout, parce que nombre de personnes ont été rencontrées dans ce cadre-là. Ok, alors on va rapidement balayer un peu le programme Ambassadeur. En fait, c'est le programme Ambassadeur. On va y arriver. Le programme Ambassadeur, c'est des jeunes en service civique pour une mission d'à peu près entre 7 et 8 mois. Donc le service civique, très rapidement, c'est des jeunes qui donnent de leur temps à la communauté. Donc dernièrement, en fait, pendant un an, on a eu des jeunes qui avaient entre 18 et 21 ans, qui ont pris sur leur temps pour en fait travailler pour la communauté avec une mission de sensibilisation et d'information et d'échange avec les citoyens de la vallée de l'Arve, en échange d'une petite rémunération. Donc c'est quelque chose c'est une mission qui est très très importante, qui peut leur apporter énormément sur le terme personnel et professionnel, et qui font, voilà, on peut dire, alors pas bénévolement, parce qu'ils ont quand même une petite rémunération, mais c'est quelque chose quand même qui est très valorisant pour eux. Les ambassadeurs, c'est une durée de 2017 à 2019, donc ça a commencé en octobre 2017, et ça devrait durer jusqu'en 2019. L'objectif principal de ce programme, c'est d'écouter, d'échanger et d'informer les habitants du territoire. Ça veut dire que l'idée, c'est pas d'arriver en fait avec des grandes idées et de dire tu penses comme moi, sinon ça va mal se passer. C'est plus de rentrer dans un dialogue pour comprendre un petit peu la problématique de la pollution. C'est quoi un polluant, son origine et comment à partir de là, moi je peux agir dessus. Et l'idée donc bien sûr, c'est d'agir à son niveau.
L'idée, l'axe du programme des ambassadeurs, alors dernièrement, par exemple cet après-midi sur Sallange, donc il y avait pas mal de stands et beaucoup, alors, on a eu 2-3 réflexions, en fait ils pensaient que les ambassadeurs, on arrivait avec un dossier fonds Herbois clé en main et on demandait aux gens de signer tout de suite. Alors la menace du couteau n'était pas dite, mais en gros on était un peu dans cette idée-là. Alors que l'idée, on n'est pas du tout là-dessus. Vraiment, l'axe du programme, c'est de pouvoir justement discuter, moi, si je veux agir sur la qualité de l'air à mon niveau, dans la vallée de l'Arve, et ben, en fait, j'ai plusieurs moyens d'action. Aujourd'hui, on sait que déjà, la rénovation énergétique, c'est important. Si j'améliore mon isolation, déjà, j'améliore mon bien-être. J'ai moins de courant d'air, je me sens mieux chez moi. Ensuite, on sait que si j'isole mieux, je consomme moins d'énergie. Et donc, tout ce que je ne consomme pas en énergie, j'émets moins de polluants. Et enfin, les économies d'énergie, c'est des économies financières. Donc au final, là-dessus, on s'y retrouve. Donc on peut agir sur la pollution dans la vallée de l'Arve à travers la rénovation énergétique. Après, c'est le chauffage au bois. Comme Jean-Luc Jaffrézo l'a très bien démontré, on a un problème donc, de mauvaise combustion en fait, sur le territoire qui émet énormément de particules fines. Et ces particules fines, on a plusieurs moyens d'action dessus. On a le fonds Herbois qui existe, donc ça veut dire que là, je change un système ancien de chauffage au bois pour un nouveau. Mais on a aussi en fait des moyens qui ne sont pas du tout financiers. Des bonnes pratiques. Par exemple, ça va être allumer son chauffage au bois par le haut. À l'allumage, quand on allume par le haut, on diminue de 50% son émission de particules fines. Et aussi, en fait, parce que au final, notre but, c'est pas que tout le monde se chauffe au bois demain, c'est si des personnes veulent arrêter le chauffage au bois, puisque pour elles, si on leur dit que c'est polluant, et dans ces cas-là, ils veulent totalement arrêter, c'est aussi évoquer les alternatives possibles. Comme par exemple tout ce qui est le solaire thermique, qui se fait de plus en plus sur le territoire. Et enfin, beaucoup de personnes vont nous parler de transport. Et là, l'idée, c'est de leur montrer un peu tout ce qui existe, justement. On a le covoiturage qui existe, donc courte, moyenne et longue distance. En courte distance, on peut avoir un peu tout ce qui est en tête au niveau vraiment domicile-travail. Donc sur le territoire, on a la chance d'avoir en fait un réseau d'entreprises qui s'est monté, le réseau Green, et qui a mis en place justement cette possibilité-là de faire du domicile-travail. On a aussi la région, à à peu près un petit peu plus grande échelle, qui a mis aussi ça, un système de covoiturage dans ce sens. Et enfin, à très grande échelle, c'est une application, alors dans le vidéo on ne peut peut-être pas la citer, mais c'est pas grave, Blablacar donc, qui fait vraiment de la longue distance au niveau du territoire national. Donc déjà il y a tout ça qui existe. Ensuite derrière les montes-en-bus sur la communauté de communes, et enfin les bus LIDA. Donc c'est dire qu'il y a des choses qui existent, par contre c'est sûr que de temps en temps, c'est peut-être un peu plus compliqué que d'habitude. Après, au niveau des résultats de ce programme, puisque les axes et les idées c'est bien beau, mais il faut quand même à un moment montrer ce qu'on a réussi à faire ou pas. Pour le moment, on va dire que le programme ambassadeur est une réussite. Ou alors, en tout cas, j'espère que vous le voyez comme ça. On a réussi à contacter plus de 2500 foyers via les ambassadeurs. Sur ces foyers, on a pu voir qu'il y avait plus de 60% des personnes rencontrées qui avaient un système de chauffage au bois dans leur habitat. On a 40% de ces systèmes de chauffage au bois qui ont plus de 10 ans. Donc c'est quand même assez important et ça montre qu'on a quand même un système assez ancien au niveau du parc. L'allumage par le haut, qui est pourtant une technique au final assez simple et qui ne coûte rien du tout, c'est quelque chose qui est très méconnu. Et donc en en parlant beaucoup, en montrant des vidéos, en expliquant avec des schémas, on arrive justement à faire rentrer cette idée de bonne pratique toute simple du quotidien qui peut permettre d'ajouter sa lutte en fait et pour l'amélioration de la qualité de l'air. Le fonds Herbois sur le territoire, c'est plus de 1000 systèmes de chauffage au bois changés. Et on aura sûrement des résultats la semaine prochaine qui seront présentés à une réunion dont on parlera par la suite. Et enfin, un chiffre qui n'est pas mis sur la slide, c'est au niveau en fait, de la pertinence de ce programme par les citoyens. L'idée en fait, c'était que si ce programme on était reçu en nous jetant des bûches en bois par hasard, l'idée c'était d'arrêter. Aujourd'hui, on a plus de 95% des habitants du territoire qu'on a rencontrés qui trouvent le programme pertinent. Après, au niveau un peu moins quantitatif, on est un peu sur le qualitatif. C'était l'idée, comme on disait, c'était d'échanger avec les habitants du territoire et aussi en fait d'avoir leurs questions pour pouvoir discuter avec eux. On a beaucoup de personnes qui, quand on parle de pollution, en fait, vont se dire que la pollution, pour eux, c'est l'incinérateur en hiver. Après, on a aussi beaucoup de personnes qui, quand on va leur demander, d'après vous, au début d'entretien, c'est quoi la cause principale de pollution sur le territoire en hiver, et ils vont nous dire que c'est le transport. Après, on va leur demander aussi de temps en temps qu'est-ce qui pourrait vous faire vous motiver, c'est quoi qui vous impacte le plus quand vous entendez pollution de l'air. Ils vont vous parler de la santé et surtout celle des enfants.
Enfin, on a aussi quelques personnes qui souhaiteraient qu'on ouvre un peu le débat et qu'on se focalise sur d'autres polluants que les particules fines. Après, on a aussi des résidents secondaires. Alors, beaucoup de personnes, entre guillemets, les montent du doigt, puisque on dit qu'ils viennent en hiver, et en hiver, on augmente la quantité de population qu'il y a. Et il y a quand même une trentaine de résidents secondaires qui aimeraient bien en fait changer leur système de chauffage au bois et qui aimeraient bien en fait qu'avoir le fonds Airbois soit accessible. Alors qu'ils aient assez d'argent ou pas, on ne va pas entrer dans le débat, mais en tout cas ça montre qu'il y a une volonté même des personnes qui habitent ce territoire qu'une partie de l'année. Et enfin, on a aussi des personnes qui se traitent des pistes cyclables pour rejoindre le territoire. Donc on a vraiment beaucoup d'attentes des personnes, beaucoup d'attentes des citoyens et beaucoup de citoyens qui sont prêts à se mobiliser de certaines manières, mais aussi beaucoup de citoyens qui n'ont pas encore toutes les informations sur nos problématiques de pollution. Donc ici, vous pouvez voir une très belle photo prise par une collègue de la vallée de l'Arve et Andrea, la toute première ambassadeur qui a lancé le dispositif et qui aujourd'hui, grâce au service civique, a pu valoriser ça en étant alternante au QSE. Donc voilà. Et Stéphane Labranche qui a fait ça. Alors bonjour à tous. Vous allez peut-être vous demander ce qu'un sociologue vient faire là-dedans. On a parlé beaucoup de techniques et sciences et particules. Moi, je vais vous parler de perception, représentation sociale, valeurs, pratiques, etc. Alors, je vous parle tout d'abord, juste pour vous mentionner d'où vont venir mes propos. En fait, ce que je vais dire aujourd'hui proviennent essentiellement de 3 études. La première a eu lieu en 2012 sur une politique plutôt controversée potentiellement à Grenoble qui s'appelle une zone d'action prioritaire sur l'air qui visait justement à réduire la mobilité. On visait à comprendre comment les gens perçoivent la mobilité et surtout en termes de qualité de l'air cette fois-ci. 2 ans plus tard, c'était sur le chauffage au bois et la qualité de l'air, et l'année passée, c'était sur l'expérimentation avec des microcapteurs pour voir comment l'usage des microcapteurs allait influencer les gens. Alors sur les 2 premières études, on est monté à plus de 1000 personnes interrogées par téléphone et plus de 100 entretiens semi-directifs. Donc en face à face, on rencontre les gens. Et sur le deuxième, sur le chauffage au bois, on avait aussi une autre dimension qui était assez intéressante. Je vais vous raconter une anecdote qui est pas mal du tout, qui était sur le brûlage des déchets verts. Donc si tu disais que la vallée de l'Arve passait souvent dans les médias sur ces questions, Grenoble est plutôt bien connue aussi, malheureusement. Alors Grenoble est à la fois connue comme étant une ville très écolo et très polluée. Ça va peut-être ensemble d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Ce que j'essaie sur quoi je veux vraiment me focaliser là, c'est sur la question de la représentation sociale. Alors c'est quoi une représentation sociale? En fait, c'est une manière pour votre cerveau a besoin d'organiser ce qu'il perçoit. Parce que sinon, il serait un peu comme un ordinateur qui reçoit trop de stimuli, trop de données, et en fait, il surchaufferait. Et donc, en fait, une représentation sociale est un filtre par lequel on organise et qu'on évalue et auquel on va donner une définition à ce qu'on vit, à ce qu'on recherche, à ce qu'on perçoit. Okay. Donc, ce qu'on perçoit n'est jamais neutre. Il est toujours interprété a priori. Ce qui veut dire que quand une information rentre vers notre représentation sociale, si l'information contredit notre représentation sociale, que cette information soit bonne, scientifiquement vraie, réelle ou pas, la représentation sociale n'en a rien à faire. Et si elle est compatible, elle le laisse passer. Les représentations sociales vont changer avec le temps. Bien entendu, on évolue. Mais ça dépend aussi des phases de vie, ça dépend des intérêts. Alors, par exemple, ça c'est juste un verre. Sauf que si je finis par m'impliquer dans un mouvement écologiste qui décide de s'attaquer à la question des déchets, je commence à comprendre qu'il y a un 7e continent et que le plastique provient des hydrocarbures, que ça joue un lien dans le changement climatique et donc ce verre-là devient problématique. Ainsi que la bouteille d'eau, le vide qui est là. Okay? Donc soudainement, là, en un court moment, j'ai changé un petit peu votre façon de voir la table. Donc c'est très léger, c'est superficiel, mais ça peut aller beaucoup plus profondément. L'autre chose qu'il faut comprendre avec les représentations sociales, c'est qu'elles sont nécessairement associées à des gestes, ou plutôt ce qu'on appelle en sociologie des pratiques. Okay. Donc, si on regarde les 3 études que j'ai faites, l'une avec les microcapteurs sur la mobilité, deuxième chauffage au bois et brûlage des déchets verts, et la première en 2012 était sur
la mobilité, en fait, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de la qualité de l'air, ils ont des connaissances, des représentations assez généralistes. La pollution, c'est pas bon, ça rend malade. Bien. Mais ça reste abstrait. Quand on commence à leur demander par rapport à la mobilité, soudainement, ils ont des avis bien arrêtés qui ne dépendent pas de la qualité de l'air ou de la pollution, mais qui dépendent en fait de la mobilité. Et on se rend compte que les attitudes et les préférences de mobilité vont avoir un effet sur qu'est-ce que je pense de la pollution. Okay? Donc, ce n'est pas la pollution qui est, a priori, me permet d'identifier ou déterminer ce que je pense de la mobilité, mais l'inverse. Pourquoi? Parce que la mobilité est une contrainte nécessaire, obligatoire au quotidien. Si je préfère les vélos, parce que je préfère le vélo pour n'importe quelle raison, je vais avoir une certaine attitude à l'égard de la pollution, plutôt négative. Les automobilistes convaincus ont tendance à penser que la pollution est moins grave que les autres gens qui vont utiliser d'autres modes de mobilité. Ils vont avoir tendance aussi à être moins concernés, à penser que ça a moins d'effet sur la santé que les sportifs ou les cyclistes. Okay? Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Alors, pour bien comprendre une représentation sociale, je vous donne un exemple de représentation sociale sur la mobilité. Et là, c'est le bonheur des sociologues pour toi, celle-là. C'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce qu'elle en dit long sur la représentation sociale. Je rencontre une famille un matin à Lyon sur une grosse étude sur la mobilité et je leur demande de me parler de leur mobilité quotidienne. En fait, ce couple que j'ai rencontré avec 2 enfants était très, très, très écolo. Puis écolo, tout le coton bio, équitable, le café, machin, végétarien pour des raisons environnementales, pas pour des raisons de santé, etc. N'ont pas eu de voiture ni de permis pendant des années. Arrive le premier enfant, il n'y a rien qui change. Arrive le deuxième, et 6 mois plus tard, il y a une voiture avec un permis. Ils se sentent coupables, c'est une cognitive qu'on appelle, ils l'utilisent le moins possible, ils sont très stratégiques dans leur manière d'utiliser les choses. Mais elle me parle, en fait, de son bien-être à être dans un bus. Et pour elle, d'être dans un bus, ça lui permet d'être dans sa bulle. Et puis même quand il y a un bouchon, c'est pas elle qui conduit. Et donc, en fait, elle est plutôt relax, elle écrit des SMS, elle lit ses magazines, elle se prépare pour le boulot. Et elle me dit, quand je regarde, je cite, ces blaireaux dans leur voiture, tout seuls, dans le bouchon, je ne comprends pas comment ils font. Je m'attendais à ce type de commentaire. L'après-midi même, bonheur du sociologue, je rencontre quelqu'un avec un boulot professionnel qui lui demande énormément de temps et qui l'amène à être toujours en contact et en interaction avec les autres, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il a 3 enfants à la maison. Il adore sa voiture parce que c'est sa bulle. Et c'est sa bulle parce que pendant la demi-heure où il va au boulot, il est tout seul. Il est bien, il aime ça. Et là, le sociologue, il me dit, là, moi, je suis dans un bouchon, je regarde les gens dans les bus, c'est comme du bétail, c'est des blaireaux. Et je me suis dit, ça se trouve, ces deux-là se retrouvent un jour dans le même bouchon, ils s'appellent blaireaux mutuellement, ils sont objectivement dans la même situation. Ils sont dans une situation de mobilité coincés dans un bouchon, et les deux pensent qu'ils sont dans la meilleure situation possible parce qu'ils sont tous les deux dans leur bulle. D'où tout l'aspect subjectif. Okay. Mais la mobilité, c'est la contrainte du travail. Je ne peux pas partir avec l'expérimentation qu'on a fait l'année passée. Les 30 expérimentateurs avec leurs micro-capteurs, incluant les cyclistes, se sont aperçus à quel point, et c'est une citation, ils étaient robotisés. C'est-à-dire que, parce qu'au moment où ils sortaient de la porte, ils mettaient en route leur micro-capteur de pollution, ils savaient exactement à quelle heure ils sortaient de la porte. Ils se sont aperçus que sur 2 semaines, il y avait rarement plus de 3 minutes de décalage. Et qu'ils arrivaient au boulot avec rarement plus de 3 minutes de décalage par rapport à la journée d'avant. Très, très, très constant. Okay. Donc, la mobilité est très contraignante parce qu'il faut arriver au boulot à temps. Et que si on a des enfants en plus, et qu'il faut les amener à l'école et aller chercher au judo après, et faire un autre truc, et faire des courses, il faut qu'ils se couchent à 8h30, après avoir pris leur bain, me déplacer en bus pendant 1h30, là, ça me semble à peu près impossible. Donc, ces aspects contraignants ont aussi un effet fort sur la mobilité et viennent jouer avec les représentations sociales. Ils peuvent occasionner soit un confort, je suis dans ma bulle, dans ma voiture, tant mieux, soit un inconfort moral ou éthique par rapport à l'environnement. Sur le chauffage au bois, on n'est pas dans le même domaine de représentation sociale du tout.
Et là, ça commence à jouer, en fait, c'est très intéressant, à Grenoble, on a énormément de chauffage au bois en ville. C'est la première source de particules à Grenoble, en fait, sur l'année, en moyenne. Et en fait, on en a beaucoup en ville. Et on a là aussi, c'est une métropole, on a pas mal de communes rurales. Et donc, on a fait une étude, combien de poêles à bois un peu partout et de quel âge. Et on s'est aperçu que plus on s'éloigne du centre, plus le parc de poêles à bois est récent et est efficace. Plus on est en ville, plus ce sont des cheminées ouvertes. Avec, bien entendu, un effet direct sur la quantité de particules qui est émise par le poêle à bois. Si on est dans un poêle à bois très efficace, très très peu de particules sont émises, avec des petites granulés. Mais si on est avec une cheminée ouverte, la température de chauffe est plus basse, il y a plus de particules émises. Puis en fait, on s'est aperçu que les gens en ville, en fait, vous voyez la peau de bête devant le cheminée, le truc hyper romantique, c'est l'image que les urbains se font de la cheminée. Et donc, ça ne sert à rien de leur demander de changer ou d'améliorer leur poêle à bois pour des raisons écologiques. On est dans quelque chose de romantique et qu'on allume 2-3 fois par semaine, parce que plutôt que d'allumer la télé, il y en a qui vont allumer le feu. On n'est pas dans le même contexte qu'en zone rurale, où là, on va avoir un poêle à bois efficace parce qu'on veut se chauffer avec. Ça a une fonction bien utilitaire, mais pas en ville. Et ça explique pourquoi, finalement, il y a autant de particules. Sur le brûlage des déchets verts, encore un exemple de représentation sociale que je trouve super intéressant. Alors, on est allé demander aux gens qui, apparemment, n'avaient pas beaucoup de complexe à dire qu'ils brûlaient leurs déchets verts alors que c'est interdit. Et en fait, ils nettoient leur jardin, ils coupent des feuilles, etc. Et à la fin de la journée, ils vont mettre ça soit dans un baril, ils vont faire brûler, sortir les saucisses, sortir la bière, le vin. Okay. Et d'autres nous ont même montré leur site, sécurisé, comme ils avaient appelé, pour faire un feu. En fait, il y avait 15 cailloux déposés au sol en cercle, et ça, c'était le site sécurisé pour faire leur feu et brûler leurs déchets verts. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est la manière dont ils en parlaient. Le mot cathartique, purification, se ressortait. À la fin de la journée, on a nettoyé le jardin et on va le renettoyer ensuite, après, en faisant le feu. Certains ont même mentionné, les mots, et là on rentre dans des trucs anthropologiques profonds, sur le fait qu'ils se sentaient un peu comme l'homme des cavernes, qui va utiliser le feu comme nos ancêtres primitifs. Ce sont des citations. Donc, on a affaire à des représentations sociales très profondément enracinées, culturellement, qui remontent à des centaines, voire des milliers d'années, et sur lesquelles il va falloir leur dire, après des campagnes successives de plusieurs agences gouvernementales, que le chauffage au bois, c'est bien pour l'environnement, le feu, c'est vert, le bois, c'est vert. Donc, quand on a posé des questions aux gens, ce type de questions sur le chauffage au bois et leur représentation, l'obstacle premier en termes de représentation pour lequel les gens ne pouvaient pas accepter que le chauffage au bois était une source de pollution, c'est que par définition, le bois, c'est naturel. Et si c'est naturel, ça ne peut pas polluer. Donc je raconte ça à mon fils de 10 ans, qui me dit « Ouais, la ciguë, c'est naturel. Si tu en manges, tu meurs, non? » Je dis « Ouais, je n'avais pas pensé à cet exemple, mais c'est vrai. » Donc ça, on est dans le monde des représentations. Pour un sociologue, une représentation n'est pas vraie ou fausse. Elle agit comme moteur de perception et d'interprétation du réel et peut expliquer aussi parfois certaines pratiques. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, quand on essaie de comprendre la place du chauffage au bois et de la mobilité, de la qualité de l'air et de la pollution dans tout ça, on ne peut pas faire un amalgame entre différentes pratiques associées à la qualité de l'air. C'est différent parce que les gens vont le vivre différemment. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, quand ensuite on essaie de faire de la politique publique ou des recommandations, des préconisations. Donc on en a fait quelques-unes, et pour terminer avec ça, une des choses qu'on a remarqué qui était intéressante, sur la question de la qualité de l'air et de la mobilité. Alors, on a commencé à leur poser des questions. Si jamais les gens ne sont pas idiots, hein, dans un questionnaire, on leur pose la question, bon, si on interdisait certains véhicules de certaines dates diesel de circulation tel jour, est-ce que vous seriez d'accord en autant que ça réduise la pollution? 76%, à la première question du début du questionnaire, 76% des répondants disent c'est une bonne idée. Mais ensuite, on leur pose tout un paquet de questions sur leur mobilité. Et pendant ce temps-là, ça cogite.
Parce qu'ils se disent, mais attends, ça veut dire que je ne peux pas me déplacer, ça. Ça veut dire qu'il va y avoir moins de parking. Ça veut dire que le prix du parking va augmenter. Je vais être obligé de prendre les transports en commun. Et à la fin du questionnaire, je m'y attendais, on aura posé la même question, on est descendu à 56% de soutien. Donc on a perdu 20% à l'intérieur de 20 minutes. Parce que le questionnaire prend 20 minutes. Alors la compréhension des gens là-dessus s'améliore même au fil d'un questionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remontait le niveau de soutien si les Grenoblois avaient l'impression et la perception que l'effort était collectif. Donc ça, c'est cet effort collectif où il n'y a pas un qui va payer plus que les autres ou faire plus d'efforts que les autres était très important. Et c'est à corréler avec une autre demande de la part des Grenoblois, c'est que les petits artisans qui ont des difficultés à changer de voiture parce que ça coûte trop cher, que les gens qui vont marcher, les fromagers qui viennent de l'extérieur et qui apportent leurs produits ne soient pas pénalisés par une zone d'action prioritaire solaire qui interdirait leurs véhicules. Et donc, les Grenoblois disaient, il ne faut pas pénaliser ces gens-là, donnez-leur une dérogation, faites quelque chose, mais à ne pas pénaliser, parce que même si eux n'allaient pas être pénalisés parce qu'ils avaient une voiture récente, ils allaient être contre une telle mesure. Donc, une espèce d'éthique collective ici, où les gens devraient avoir le droit de travailler comme ils le peuvent. Et donc, en fait, un des messages qui est passé, c'est que la pollution de l'air, ça nous concerne tous et qu'il faut tous faire un effort. Sur le dernier truc sur les microcapteurs, ce qui a été intéressant sur les microcapteurs avec la mobilité, c'est que ce que je disais, c'est que la mobilité est très contraignante. Donc, même de voir sur mon appli que la pollution est très élevée ne m'amènera pas à changer de mode de mobilité. Je vais continuer à faire comme avant, sauf pour les 3 asthmatiques à qui on a parlé, qui eux vont malheureusement être obligés de prendre soit les transports en commun et lâcher le vélo, soit leur voiture, parce qu'ils ne peuvent pas faire de vélo alors qu'ils sont asthmatiques et qu'il y a un pic de pollution en plus. Donc, et ils se sentent coupables, mais ils n'ont pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que l'impact le plus positif du microcapteur, ça a été sur la communication. Tout le monde en a parlé autour d'eux. Chaque expérimentateur est devenu un ambassadeur, mais sans qu'on le veuille. Ce n'était pas une des intentions. On leur a simplement dit, ben, est-ce que vous en avez parlé à des gens autour de vous? Hop! Et là, tout le monde veut utiliser le microcapteur, tout le monde veut sauter dessus et l'utiliser. Et là, ils ont testé le poulet brûlé, la voiture allumée dans le garage fermé, les crêpes. Les crêpes, ça a été une grande surprise très négative pour une famille au complet qui est en train de faire des crêpes. Et le niveau de pollution de particules a augmenté. Je pense qu'ils ne feront plus jamais de crêpes de leur vie, les pauvres. Et donc, ils ont beaucoup expérimenté. Ça a été très ludique pour eux. Mais au final, c'est surtout sur la communication que ça a eu un énorme effet. Avec certains d'entre eux qui en ont parlé sur des pistes de ski de fond, dans des marchés, des gens qui ne connaissaient pas, d'autres qui ont affiché ça sur des réseaux sociaux, etc. Donc, des résultats assez positifs à cet égard, avec une indication qui nous ramène au chauffage au bois, c'est que sur les 31 qui ont fait ces mesures, il y en a 4 qui avaient répondu correctement à la question suivante. Selon vous, quelle est la première source de pollution à Grenoble? Les 4 avaient répondu chauffage au bois pour les particules et ensuite voiture, NOx, etc. Donc, c'était des gens avec un niveau de connaissance bien élevé à qui on ne pouvait pas la faire. Il y en a 6 autres qui avaient mal répondu, mais vraiment très mal. Les industries étaient les premières sources de pollution, ce qui n'est pas vrai à Grenoble, et qui avaient mis le chauffage au bois en dernier. Et c'est en faisant leurs mesures qu'ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils avaient tort, qu'il fallait peut-être changer. Et ils sont venus avec ça, puis là, la première réaction en rentrant dans la salle pour nous parler, c'est de dire « Mais finalement, le chauffage au bois, ça pollue ?» Question ou... Alors, c'est une question que vous posez ou c'est une affirmation? Et là, discussion. Voilà. Bien, merci Stéphane. Je vous propose maintenant de passer à un temps d'échange. Donc, je vais faire passer le micro dans la salle si des gens parmi vous avaient des questions. Donc, pour nos intervenants. J'ai eu 62 pneumopathies. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? 62 pneumopathies. J'ai habité successivement à Saint-Gervais, au foyer du milieu et à Salange. Voilà. La dernière, c'était au mois de janvier. Entre deux, je n'ai rien. C'est de la chance. Alors, est-ce qu'il y a un rapport ou pas?
Alors, malheureusement, sur la question médicale, je vous l'ai dit, c'était moi qui ai fait la présentation et je ne m'avancerai pas au-delà de ce que j'ai fait. Non, mais par contre... Malgré ce qu'on me dit, ça, mais je continue de marcher, mais j'essaie de faire économiquement des bons gestes. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres questions? Densité d'habitat et de la qualité de l'habitat finalement. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité, bien sûr, des communes qui délivrent des permis, etc., sur le fait d'autoriser ou pas des... Il y a une responsabilité des gens eux-mêmes de faire les investissements nécessaires pour changer un parc immobilier. D'abord, il y a le tourisme a amené beaucoup d'habitats secondaires. Je travaille dans une entreprise qui vit du tourisme aussi. Donc, on sait que c'est une grosse proportion des habitants de la vallée. La plus grosse proportion, ce sont des gens qui ne sont pas de la vallée, c'est-à-dire qui viennent habiter en secondaire ici. Et quand ils sont propriétaires, tant mieux pour eux, mais souvent ils sont propriétaires d'un bien qu'ils vont louer en Airbnb ou par une agence, peu importe. Donc ça veut dire que c'est plutôt pendant les périodes d'hiver, donc on n'est pas toujours le maximum d'isolant, parce que on met toujours une cheminée pour la représentation sociologique de la peau de bête. Et voilà, donc je pense que là, il y a vraiment un truc énorme. Donc en fait, le facteur, l'incidence du tourisme, et notamment des résidences ou secondaires ou touristiques dans le contexte de la vallée. Dans la vallée, il y a une densité de population amplifiée par l'effet tourisme. Et bien sûr, en plus, on y trouve du travail par le tourisme, entre autres, par l'industrie, d'autre part, qui fait qu'il y a une densité de population très importante. Et donc, sur l'habitat, on sait que ça va mettre beaucoup de temps aussi à évoluer. Faire évoluer. Donc la question, c'est savoir aussi comment on traite cette donnée-là. Si on avait une baguette magique, il faudrait faire 100% de maisons passives. Mais ça, c'est pas demain matin. Non. Mais du coup, par contre, comment on traite les résidences touristiques aussi dans ce cadre-là, voilà. Comment on intègre dans la réflexion par rapport à ce qui a été présenté les données touristiques. Voilà, donc là, peut-être une réponse. Là je pense que c'est très intéressant de faire toucher du doigt par ambassadeur en faisant du porte-à-porte. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a aussi une mise en convergence des politiques publiques sur les autorisations plus exigeants, peut-être des contrôles techniques des habitats plus exigeants. Alors je sais que ce n'est pas forcément les compétences des communes, ce n'est pas forcément les compétences des départements, ce n'est pas forcément les compétences des régions, mais voilà, si tout le monde s'y met un petit peu, comme on a dit, là, on sait que le parc immobilier, c'est beaucoup plus lent à évoluer. Donc Étienne Jacquet, pour une réponse peut-être. Alors, M. Colloque aborde en fait 3 sujets en un. Premier, c'est la responsabilité des communes, des départements, des régions, de l'État. En ce qui concerne la densification urbaine sur nos secteurs. C'est-à-dire qu'on sait, en quelques années, sur le département, on a une augmentation de la population avec effectivement un habitat qui s'étend. Or, l'État, puisqu'on tape, vous savez que c'est un peu la spécialité nationale, on aime bien, et notamment les élus locaux, taper sur l'État. Or là, en l'occurrence, l'État, dans ce domaine-là, a pris ses responsabilités qui fait d'ailleurs assez grincer les dents de nombreux élus locaux, dans le cadre des PLU, des nouveaux PLU qui, par le biais du Grenelle de l'environnement, l'OALUR, l'OSRU, etc., définissent aujourd'hui sur les communes ce qu'on appelle des programmes de densification urbaine. Ça veut dire quoi? C'est que là où c'est construit, on densifie et ça libère des zones pour le futur. Et cette politique-là, elle est mise en œuvre aujourd'hui. Elle est mise en œuvre dans toutes nos communes. Vous voyez, on était un petit peu en retard au Contamine puisqu'on avait un plan d'occupation des sols il y a 83. On a été contraints, et je trouve que c'est très bien,
de développer des nouveaux documents d'urbanisme qui permettent par exemple aux compagnies d'économiser, je crois, 25 hectares fonciers, ça doit être la même chose, enfin c'est la même chose partout. Donc cette réponse-là, si vous voulez, c'est une réponse réglementaire par le biais des nouveaux PLU qu'on met en place. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, et je sais que c'est compliqué parce que quand vous expliquez, c'est la différence entre la perception de la réalité puisqu'il vous arrive concrètement, quand on vous dit pour sauver la planète, votre terrain n'est plus constructible, donc c'est pas facile à mettre en place. Mais cette politique-là, aujourd'hui, elle est lancée, elle est mise en œuvre. La deuxième responsabilité, qui est une responsabilité plus citoyenne que vous abordiez, qui est celle de la rénovation des bâtis anciens. Alors là aussi, perception très spécifique à mon avis de notre secteur, très touristique, c'est nous, mais c'est pas que nous, c'est aussi les autres, et notamment les résidences secondaires, qui aussi participent à la vie économique et touristique d'un secteur. En l'occurrence, sur la rénovation de l'habitat, alors il y a des politiques dont on parlera tout à l'heure, notamment en conclusion, qui vont être mises en œuvre. C'est une responsabilité des élus de la communauté de communes, qui a décidé de mettre en œuvre un pôle, une plateforme de rénovation énergétique avec bien d'autres dispositifs que je détaillerai. Mais aussi, là aussi, si vous voulez, la réglementation évolue. Vous avez tous entendu parler des fameuses RT, réglementation thermique. Aujourd'hui, quand vous construisez une maison neuve, vous êtes obligé d'avoir un bilan thermique, etc. Donc ça, c'est une sensibilisation qu'on a, qui est relativement récente, enfin qui n'est pas neuve, et c'est un renforcement progressif de la réglementation qui nous permet, par exemple, sur les constructions neuves, alors je vais parler un peu technique, qui donne une obligation au maître d'ouvrage de réaliser des constructions avec un R en résistance thermique sur les murs de 5, en toiture de 7, etc. Et au fur et à mesure, l'arsenal réglementaire évolue et permet d'avoir, on est quasiment, si il y a 15 ans vous avez dit vous aurez les résistants thermiques qu'on a aujourd'hui réglementairement qui sont obligatoires, on a dit c'est quasiment la maison passive. Donc il y a une progression terrible à ce niveau-là. Et enfin, reste effectivement la question des résidences secondaires que vous abordiez, de ces maisons qui sont vides un certain nombre de temps et puis qui en période d'affluence se remplissent avec un vrai problème qu'on connaît tous, c'est-à-dire effectivement dans le cadre des communes touristiques, un bâti qui est assez peu entretenu. Et là-dessus aussi, il y a des politiques qui sont souvent des initiatives locales avec des difficultés qui sont surtout liées aux copropriétés, parce que là, c'est assez compliqué d'intervenir. Mais je crois aussi que les réglementations en vigueur, les actions qui sont menées, notamment par le biais des PLU, des plans locaux d'urbanisme, et de la nouvelle réglementation qui va aussi se durcir et qui va amener, je pense, dans les années qui viennent, à ce que dans le cadre des rénovations, on ait des obligations thermiques aussi un peu plus définies et poussées, permettront à terme et progressivement de régler une partie du problème. Voilà. J'espère avoir répondu en partie à votre question. Je vais juste ajouter un point. Merci. Sur la densification. Si vous faites en ville une densification urbaine sans mettre du multi-service, le médecin, le dentiste, la boulangerie, la petite supérette, vous avez des zones d'habitat où tout le monde est obligé de prendre la voiture pour aller faire ses courses et acheter une baguette. Donc là, en termes de particules, de pollution et de gaz à effet de serre, c'est pas un bon bilan. Et ce qui apparaît très fortement maintenant, c'est que la densification doit être accompagnée de ce qu'on appelle multifonctionnalité, c'est qu'il faut avoir tout à l'intérieur d'environ 400 mètres pour avoir une bonne densification. En mode rural, c'est un petit peu différent. Mais encore une fois, si on se retrouve dans un village où il n'y a même pas une boulangerie et qu'il faut, j'ai oublié le pain, prendre la voiture, on a un problème aussi. Donc cette question de l'offre de services en tout genre pour une population donnée apparaît encore comme plus importante que la densification. Donc il faut faire la densification, mais pas n'importe comment. Bien sûr. Est-ce que au-delà de la densification, je pense que c'est des choses peut-être simples à essayer de mettre en convergence, en tout cas. C'est pas facile d'installer des panneaux solaires sur son toit, parce que des fois on n'a pas le droit, parce que c'est pas le... Alors que par contre la couleur des volets, c'est super important. C'est pas vert comme on avait dit sur le permis. Et là il y a des fois des choses où on dit on va peut-être mettre les priorités et les faire converger si c'est une vraie priorité. On va à fond là-dessus, on regarde avant l'efficience énergétique, avant de regarder la couleur des volets, quoi. Le sens des toitures, par exemple, une toiture au sud, plus de
de chances de produire de l'énergie que si elle est dans le sens maison. Il y a des fois dans les PLU, je pense, il y a des réflexions à faire. Aujourd'hui, ça se fait, hein, je pense. Ça tombe bien, c'est obligatoire, ce que vous dites. Donc, et notamment peut-être qu'il y a quelques années ou quelques temps, sur des vieux documents d'urbanisme. Maintenant, dans les nouveaux PLU, figurez-vous que dans les nouveaux PLU, une commune n'a pas le droit d'interdire les panneaux solaires ou des dispositifs de ce type-là. Et c'est très bien. Et il y a certainement encore des efforts réglementaires à faire, mais qui arrivent. Et ça se transforme. Et c'est évolue, je pense, dans ça dépend du périmètre de protection des sites. Ah, ça c'est encore autre chose. Ça, si on en site inscrit au site classé, c'est pas bien. Oui, bonsoir. Merci de toutes vos interventions. Là. Vous avez parlé à plusieurs fois de toutes ces sources donc, que l'on connaît, hein, que ce soit le chauffage bois ou que ce soit le trafic. Mais à aucun moment, vous n'avez parlé de cette pollution qui est existante, c'est le trafic aérien.